Bonjour à tous. On va animer aujourd'hui ce webinaire pendant environ 45 minutes avec Solène qui accompagne les cabinets au sein de BI et Franck, fondateur et dirigeant du cabinet d'Affinity, qui va pouvoir apporter de nombreuses idées et conseils aujourd'hui. On va peut-être attendre quelques minutes le temps que tous les participants soient en ligne pour le coup. Je pense qu'on va peut-être pouvoir commencer. On va encore attendre une petite minute, le temps que tout le monde se connecte. J'espère que vous nous entendez tous bien, que vous nous voyez, qu'il n'y a pas de... Vous avez une petite fenêtre pour poser des questions auxquelles on répondra à la fin. Et s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez correspondre avec nous là-dessus. Bon, on va y aller. Alors du coup, on est très content que vous soyez avec nous. Pourquoi est-ce qu'on propose ce webinaire aujourd'hui? Ces 2 derniers mois ont été très denses et avec beaucoup de transformations au sein des cabinets. Et nous, on souhaitait vraiment revenir sur les 5 grandes erreurs à ne plus commettre post-confinement. Donc on va voir ça ensemble aujourd'hui. Et encore une fois, à la fin, vous pourrez nous poser toutes vos questions auxquelles on répondra avec plaisir. Alors, dans un premier temps, on va se présenter. Bonjour à tous, donc moi je suis Solène, je suis Solène donc de BI et je suis Customer Success au sein de l'entreprise et je suis basée à Montréal depuis 2 ans, là où le siège est établi. Et BI est un outil de planification et gestion du temps pour les cabinets comptables entre autres. Merci beaucoup Solène. Et on a aussi le plaisir d'être avec Franck, qui est dirigeant du cabinet d'Affinity. Franck, si tu peux nous présenter un petit peu le cabinet en quelques mots, s'il te plaît. Oui, alors effectivement, j'ai créé d'Affinity il y a 4 ans. On est à peu près une quinzaine de collaborateurs. On fait pour moitié de l'expertise comptable, 100% digital depuis la création, et pour moitié du CFO part-time et des outils d'acquisition pour le compte de fonds d'investissement. Et on a assez rapidement centré notre activité sur l'accompagnement des startups. Voilà, ce qui a simplifié aussi pas mal de choses. Très bien. Eh bien, pour ma part, je suis Amandine. Je suis consultante chez Receptbank depuis 1 an maintenant. Et aujourd'hui, effectivement, on se rend compte que le monde a changé. Et chez Receptbank, on propose une solution qui va automatiser le cycle des factures achats, donc qui va permettre effectivement de gagner du temps, d'avoir un meilleur confort de travail et aussi de simplifier les échanges de factures à distance tout simplement en améliorant les relations avec les clients. Donc, mon but, c'est un peu d'échanger au quotidien avec les cabinets, voir quels sont leurs besoins et puis surtout éradiquer le papier. Voilà. Alors pour le coup, on va voir ensemble les points qu'on va aborder aujourd'hui. Donc il y a beaucoup d'entreprises et de cabinets qui entament effectivement cette phase de post-confinement, de déconfinement. Il y a eu beaucoup de changements, comme je le disais avant, et on a pensé qu'il était primordial d'aborder 3 grands axes. Donc dans un premier temps, on va voir les bonnes pratiques à mettre en place sur le côté RH, comment gérer au mieux ses collaborateurs. On va voir aussi comment rendre cette période bénéfique sur la partie relation client. Et puis, on va aborder la question des outils de l'écosystème logiciel à mettre en place pour toujours optimiser la productivité des cabinets. Et enfin, on vous montrera des courtes démos de BI et de Receptbank pour que vous compreniez un petit peu plus ce qu'on fait.
Et on va commencer avec toi, Solène, et ton œil d'expert, du coup. Toi qui accompagnes des cabinets d'expertise comptable dans une nouvelle gestion du temps avec BI, est-ce que tu as des retours ou des idées sur le management d'équipe à distance et ce qui a été mis en place ces derniers temps? Oui, tout à fait. Donc effectivement, comme vous pouvez le voir, on a en fait constaté identifié deux erreurs qui ne sont vraiment qui sont à éviter post-confinement. Donc la première, c'est vraiment de penser que tout va redevenir comme avant. Donc le constat qu'on a fait, c'est vraiment que je voudrais attirer d'abord votre attention sur un chiffre qui est que 70% des télétravailleurs confinés ont découvert ce système. Donc concrètement, les entreprises et plus même les cabinets ont transposé ce qu'ils avaient donc au présentiel au virtuel. Donc clairement, on a dû s'adapter et la production comptable, elle, s'est adaptée tant bien que mal. Et ce qu'on a vraiment détecté, c'est un réel problème en fait lié au management et à l'organisation interne. C'est un problème en fait qui peut être lié soit à la planification des équipes et aussi à la centralisation de l'information. Donc tout le confinement, le télétravail en fait a remis en cause les méthodes de travail actuelles et par exemple j'ai eu certains cabinets qui avaient un réel manque de visibilité sur les travaux en cours, le manque de communication aussi, c'était compliqué de collaborer et d'avoir un esprit collectif et collaboration autour du télétravail par rapport aux communications du cabinet. La solution qu'on vous propose et qu'on a trouvée aujourd'hui, c'est que déjà on note que 62% des Français aimeraient retourner en télétravail et voudraient plus de télétravail en fait à l'avenir. Et donc ça nécessite vraiment qu'on s'adapte avec une certaine souplesse le temps de travail. Donc on peut regarder nos amis de chez Mazars ou PSA qui ont mis 1 ou 2 jours de télétravail de manière flexible, qui ont proposé ça à leurs employés. Après, on peut aller à l'extrême avec des Twitter, Google, etc., qui, eux, sont en remote à 100% jusqu'à la fin de l'année, par exemple. Donc, voilà. L'idée, c'est vraiment de trouver cet équilibre. Et on a quand même vu que pendant le télétravail, les collaborateurs étaient vraiment, se sont auto-responsabilisés. On leur a accordé une certaine confiance pour ça. On n'a pas vraiment eu le choix, mais en même temps, c'est ce qu'on a fait pour leur laisser une certaine autonomie. Et et malgré tout, en fait, on a remarqué que la production ne s'est pas arrêtée, en fait. La production s'est pas arrêtée. Les réunions hebdomadaires ont été mises en place autour du planning pour prévoir, par exemple, les 2 prochaines semaines de travail. J'ai aussi vu des équipes qui géraient, en fait, leur planning ensemble pour essayer de mieux détecter en fait les disponibilités de chaque collaborateur et surtout gérer les urgences parce que vous avez tous eu des urgences avec vos clients et il fallait être très réactif face à ça. Et j'ai d'autres équipes aussi qui, chez certains clients, voilà, qui ont mis en place des rapports d'activité pour suivre l'avancement de la production comptable, entre autres, donc qui ont permis de faciliter le travail à distance. Évidemment, on a certaines limites à tout ça, au télétravail, parce que c'était quelque chose d'inhabituel. Donc, entre autres, la sociabilisation, qui a été quand même mise à mal. Toutes les conversations à la machine à café, dans les couloirs qui ont disparu finalement. Puis c'est certaines de ces conversations qui permettent de comprendre plein de choses au sein du cabinet, de l'entreprise, et qui permettent d'avancer, d'améliorer le rapport humain aussi. Donc parfois ça a eu un impact aussi malheureusement sur la productivité, même si on s'en rend pas compte tout de suite. Donc l'idée c'est vraiment de trouver cet équilibre entre justement le 100% télétravail et le bureau. Donc et tirer parti justement des bénéfices des deux modes de travail. Nous ici, comme je vous l'ai dit, je suis à Montréal et en Amérique du Nord, il y a une culture du télétravail qui est assez développée. Et je sais qu'en France, ça arrive aussi beaucoup. Donc, je voulais avoir aussi ton retour d'expérience, Franck, au sein de ton cabinet. Comment toi, tu as déjà mis ça en place avec tes équipes, par exemple? Ouais, effectivement, nous on a démarré le cabinet qui a 4 ans, parce qu'au début je faisais que du CFO part-time, et
On est parti sur du tout digital, full digital immédiatement, ce qui a quand même simplifié pas mal de choses. Et le télétravail, en fait, c'est un peu imposé au début. J'étais psychologiquement ou fondamentalement pas contre. Il s'est un peu imposé parce qu'on avait, on avait des personnes qui venaient de très loin, donc le cabinet est à Paris. Et ça a été un moyen de trouver des gens, de leur proposer aussi quelques jours de télétravail de manière régulière, 2 à 3 jours. Et donc ça s'est fait assez naturellement dès le départ avec des outils qui étaient déjà en ligne. Qui du coup ne posait pas de problème pour travailler de la maison. Voilà. Après, effectivement, je te rejoins sur le tout télétravail. Donc nous, déjà, comme je le disais, on le pratiquait, mais on voit bien que 100% de télétravail, spécifique à cette période également, mais on sent quand même qu'il y a une usure des équipes et que elles ont besoin de respirer, même si effectivement ils se pressent pas tous pour revenir au bureau parce qu'ils ont des enfants à garder, parce qu'ils ont peur d'attraper le Covid, etc. Mais on sent qu'il y a quand même une usure un peu mentale qui est quand même bien au-delà de la période de bilan. C'est sûr que la période de bilan c'est toujours un peu chargé, même si effectivement avec des outils en ligne on est capable d'avancer la compta en cours d'année. Mais là, il y a eu une charge mentale un peu forte et on voit bien les limites du tout télétravail pour des personnes qui ont un environnement qui n'y s'y prêtent pas forcément. Voilà. Mais donc nous, ça s'est bien passé. Techniquement, on était déjà prêts. Toutes mes équipes ont déjà fait du télétravail. Il n'y avait aucun problème. Mais effectivement, en termes de management et de charge mentale, on n'était pas encore préparé. On n'était pas prêt encore. Exact. Oui, vous avez eu la chance d'avoir les bons outils, mais c'est vrai que cette transformation a été assez brutale pour tout le monde, je pense. Donc, exact. Écoutez, je vous propose de passer à la seconde erreur qui est donc justement de ne pas accompagner les collaborateurs dans la reprise du travail au bureau. Donc, effectivement, là, on fait vraiment face à une période hybride. Donc, il faut vraiment faire attention justement à l'isolement des salariés et à la mauvaise communication. Les rapports humains en fait ont été vraiment mis en abîme et ce que vont rechercher encore plus aujourd'hui les salariés, ça va être auprès de leur cabinet, de leur entreprise, ça va être des valeurs vraiment qu'ils partagent au travail, comme le bien-être, l'authenticité et la transparence. Donc je pense que c'est des points vraiment qu'il va falloir ne pas négliger au sein de chaque cabinet. Et pour cela, on vous propose quelques solutions. La première, ce serait donc de déployer un projet pour améliorer justement le confort de travail au bureau. Donc, ce projet, il va être collectif et collaboratif sur le court et moyen terme, et il va s'articuler de la manière suivante. Donc, ça va être à travers le changement d'outils, la mise en place de bonnes pratiques, trouver cet équilibre vie professionnelle, vie personnelle, et enfin favoriser vraiment l'autonomie et l'indépendance des équipes. L'idée aussi, ça va être vraiment de remotiver et ressouder les équipes. Par exemple, voilà, on parle du daily coffee. Tous les matins, se retrouver, qu'on soit au travail ou à distance, pour prendre le café et échanger avant de commencer à travailler. Ça va être aussi valoriser et faire monter en compétences les différents profils. Donc, par exemple, nommer des responsables digitaux ou alors, à l'inverse, remotiver les personnes qui se sont un peu plus effacées lors du confinement. J'ai un client qui m'a cité récemment l'idée que par exemple un outil comme BI ou même Receipt Bank permet de gagner en sérénité et permet justement de donner du rythme à l'activité. Et en dernier lieu, une citation que j'ai bien aimée, c'était faire monter en qualité d'organisation les profils techniques et en qualité technique les collaborateurs les mieux organisés. Donc je pense que cette phrase est pas anodine. En tout cas, ce sont des très bonnes idées. Tu parles là de cohésion, de communication, des daily coffee, etc.
Et chez Reset Bank, on a mis en place pendant justement cette période de confinement, tous les matins un morning motivation, ce qu'on appelle morning motivation, et ça va être un point quotidien où l'équipe, notamment notre équipe commerciale, va se réunir pour pouvoir discuter, voir les challenges de la veille, savoir si on est bloqué sur certains points, si on a besoin d'aide sur d'autres, expliquer un petit peu ce qu'on a fait, s'inspirer, voilà. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on gardera aussi à plus long terme. Toi, Franck, justement, quelle est ton idée par rapport à ça? Comment concilier la motivation un petit peu des troupes et des équipes en évitant peut-être l'impression de flicage, justement, du management? Ouais. C'est quoi ton idée là-dessus? Ouais, c'est une bonne question. Alors, assez tôt, moi, je me suis renseigné sur les bonnes pratiques du full remote, donc télétravail 100%. Et j'avais lu quelquefois effectivement, tous les matins, il y avait un morning café. Et on l'a proposé à nos équipes et en fait, ils l'ont pris pour du flicage. Voilà, clairement. Donc, c'est un loupé, clairement, c'était un loupé. Peut-être qu'on n'a pas suffisamment communiqué avant. Bon, la période s'y prêtait pas non plus, mais du coup, on est quand même arrivé à faire quelque chose un morning café, mais chacun évidemment pouvait s'y joindre ou pas selon ses obligations, ses urgences, etc. Et la possibilité de venir également. Et finalement, ça s'est tenu 2 à 3 fois par semaine où il y avait un peu de monde. Et puis on l'a vu, après le choix de l'horaire est important aussi, parce que 8h30 c'est trop tôt, 9h30, personnellement ma journée à 9h30 elle a déjà commencé, donc j'ai pas envie de couper mon élan. Donc trouver le bon horaire aussi pour que un maximum de gens y participent et bien expliquer aux collaborateurs qui sont moins habitués à faire du télétravail avec ce type de réunions en ligne, bien leur expliquer effectivement quel est l'intérêt, pourquoi faire ça, que c'est pas du flicage et que c'est juste pour prendre un peu la température, parce qu'on a créé des tensions vraiment inutiles, parce qu'à la base c'était vraiment pour prendre le pouls, savoir si tout le monde allait bien, comment est-ce qu'ils vivaient cette période de fonctionnement, et finalement ça n'a pas été forcément très bien pris. Donc c'est aussi un des sujets dans le management, c'est effectivement à distance, il faut peut-être expliquer un peu plus les choses, les décisions qu'on prend, parce que quand on reçoit un mail, ça peut, on n'a pas, même si on met des smileys, c'est pas la même chose que de parler aux collaborateurs. Donc le management à distance est pas le même. Donc bien préparer le terrain, bien équiper, bien expliquer aux équipes pourquoi on le fait, quel est l'objectif, et que évidemment l'objet c'est pas faire du flicage, quoi. D'accord, en tout cas c'est effectivement très juste et pertinent là-dessus. Et alors on va peut-être, Solène, je te laisse passer peut-être au sujet suivant, qui est la relation client pour le coup. Exact. Justement, donc on vient de voir à l'instant l'impact justement du confinement. Du confinement sur la gestion des équipes, justement. On verra plus tard l'impact sur la productivité des outils et les outils qu'on peut mettre en place. Et maintenant, on va voir justement la gestion de la relation client, avec un constat qui est que justement, il y a une réelle opportunité de faire évoluer l'offre des experts comptables auprès justement des clients et des entreprises. Oui, alors est-ce que la slide est bien en ligne? Oui. Donc effectivement, il est primordial de faire évoluer l'offre, son offre au cabinet. Cette situation inédite, nous on voit que ça soulève 2 choses. Donc d'une part, comment collecter les factures à distance. Je vois que c'est un peu une gymnastique. Les cabinets avec lesquels j'échange au quotidien, c'est un peu une gymnastique actuelle de pouvoir récupérer tous les documents à distance. Donc toute la logistique, on voit que c'est vraiment le moment de se séparer, de se débarrasser du papier une bonne fois pour toutes. Et puis je me rends compte aussi que les entreprises se sont rendus compte également de l'importance de l'accompagnement des experts comptables, qui deviennent vraiment des personnes à qui ils vont échanger tous les jours,
Les cabinets me disent en général que ils n'ont jamais autant parlé à leurs clients que dans cette situation actuelle. Et du coup, on n'est vraiment plus dans une logique de conformité des comptes. On va aller dans quelque chose d'un peu plus pointu, vraiment une relation, un accompagnement des dirigeants dans la gestion de leurs entreprises. Et on voit avec toutes les demandes qu'il y a eu à traiter, tous les dossiers à faire, de report de cotisation, etc. On voit aussi que les entreprises ont besoin d'avoir une vue en direct, une vue au jour le jour sur leur business tout simplement. Donc, Franck, ce serait intéressant d'avoir ton point de vue côté cabinet là-dessus. Comment est-ce que tu accompagnes les entreprises actuellement et qu'est-ce que tu vois qui plaît le plus aux clients? Ouais, effectivement. Alors là, il y avait d'abord une réponse d'urgence à faire, qui était de finaliser les comptes 2019 rapidement pour pouvoir faire des demandes de PGE. Ensuite, les accompagner sur des prévisionnels de trésor, le faire nous-mêmes ou contrôler à minima ce qu'ils ont fait, discuter avec des banques dans certains cas pour pouvoir faire passer les demandes de PGE. Et effectivement, maintenant, les besoins, ils vont être sur la capacité, j'imagine en tout cas, que le dirigeant normalement constitué va se dire, OK, demain, dans un an, si ça se reproduit, est-ce que je vais être capable d'y faire face? Comment je vais y faire face? Qu'est-ce que j'ai mal vécu et que je ne voudrais plus vivre si dans un an, on a à nouveau un Covid 2020 ou 2021? Voilà. Et donc, à nous, ensuite, d'apporter un certain nombre de solutions sur les transmissions des pièces, si c'est pas encore dématérialisé, donc il faut passer en démat, constituer suffisamment de trésorerie pour faire le dos rond le temps que l'activité reparte, avoir un minimum de créances dehors, donc travailler sur ces créances, et puis essayer de revoir un peu la structure de coûts, alléger un peu la structure de coûts. C'est ce que les dirigeants ont commencé un peu à faire, parce qu'ils voient bien qu'au niveau de l'activité, ça va pas repartir d'ici demain. Donc nous aussi, en tant qu'experts comptables, on va être dans le lot, dans le flot des rediscussions d'honoraires, sous évidemment prétexte d'un flux réduit sur un mois, 2 mois, moins d'activité, baisse des coûts, etc. Donc ça aussi, nous, de notre côté, il va falloir être capable de répondre aux clients et en même temps de lui proposer des nouvelles missions, des nouvelles opportunités, pour répondre à des nouveaux besoins qui existaient déjà avant, mais qui sont plus marqués aujourd'hui, à savoir le prévisionnel du trésor et puis la gestion du BFR. D'accord. Et toi, Solène, est-ce que tu as peut-être des choses sur ce sujet? Oui, effectivement, je pense que il y a la partie client, offre client qui est amenée à être revue, et surtout ce qu'on voit au sein des cabinets, effectivement, c'est que la relation, comme tu le disais Amandine tout à l'heure, que elle a jamais été aussi forte entre le cabinet et son client, et l'expert comptable est vraiment un peu le héros de ses clients dans ces moments-là, parce que vous êtes très réactif et proposez aussi de nouvelles choses, de nouvelles offres pour mieux accompagner vos clients. Et ça, je pense que ça va vraiment changer la donne pour la suite post-confinement en tout cas. Donc oui, et le fait de faciliter justement la dématérialisation, la communication avec son client va améliorer aussi ses conditions de travail, je pense. Ouais. Tout à fait. Et on a vu effectivement après les impacts ces derniers mois sur la gestion des salariés, sur la relation client qui doit évoluer comme on l'a vu maintenant, et tout ça va amener à la réflexion de la productivité en cabinet. Donc les méthodes de travail évoluent, les demandes des clients évoluent aussi, comme nous l'a précisé Franck, et in fine, le cabinet lui-même se doit d'évoluer. C'est vraiment une opportunité actuellement de pouvoir se transformer vraiment en profondeur. Je sais que c'est un mot qui revient assez souvent, mais c'est bien le cas. Et moi, j'ai une question pour toi, Franck. Du coup, pourquoi est-ce que toi, tu avais passé le cap avant, finalement?
Mmh. Alors, en fait, moi j'ai démarré en tant que CFO part-time dès le début. Je faisais que du CFO part-time et en fait je travaillais avec des confrères qui travaillaient avec des outils auxquels je n'avais pas accès et malheureusement je devais leur courir après pour obtenir les documents dont j'avais besoin pour faire mon boulot. Et à ce moment-là, je m'étais beaucoup intéressé aux outils de gestion. Même avant, par exemple, que Recibank soit en France, où il venait d'arriver en France, puis Book, c'était pas encore présent, et je me dis, il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment quelque chose à faire sur cette partie-là, et donc l'idée, donc c'était il y a à peu près 4 ans, c'était effectivement de tout de suite partir sur ce système de comptabilité dématérialisée, en partant du principe que ça allait simplifier toute la chaîne de production. Alors l'histoire démontre que finalement c'est pas toujours le cas. Il faut choisir les bons outils, il faut prendre le temps de choisir les bons outils. Mais l'idée c'était effectivement de gagner en productivité et puis de pouvoir partager assez facilement les informations entre experts comptables, CFO, clients, etc. Avec une chaîne de production intégralement dématérialisée et idéalement des outils qui communiquent entre eux. Voilà, donc le choix a été fait assez facilement dès le départ pour des questions de disponibilité de l'information. On l'a tout le temps quand on veut sous la main, tout le monde peut y avoir accès. Ça bloque pas l'expert comptable, ça bloque pas le client, ça bloque pas le CFO. On est tous au courant de ce qu'il y a, de l'avancement également. Donc la question s'est pas posée, c'était pour moi une évidence au départ. D'accord. Et tu as parlé de quelque chose d'intéressant qui est justement le choix des outils, de bien les choisir. Et comment est-ce que du coup est-ce que tu impliques les équipes dans ce choix? Chez Recept Bank, typiquement, quand on va commencer à travailler avec un nouveau partenaire ou quand on va avoir un nouvel outil ou quoi que ce soit, on essaie de rencontrer les personnes et puis que notre équipe puisse également les rencontrer, pas que les décisionnaires, pour pouvoir vraiment avoir un avis global, poser nos questions. Voilà. Est-ce que toi, c'est important d'impliquer tes équipes dans le choix des nouvelles choses à mettre en place? Oui, clairement, parce que je sais pas tout et parfois ils sont meilleurs que moi, tant mieux. Donc oui, j'essaie d'en discuter un maximum avec les équipes, de les impliquer dans le choix, dans les tests. Ça, c'est une phase qui est quand même importante. Et puis, comme je le disais avant, effectivement, il y a des outils où on pense qu'ils sont magiques et au final, on se retrouve à devoir gérer plus de problématiques, de bugs, de branchements de tuyaux qu'autre chose. Donc oui, l'avis des collaborateurs est important et le conseil également, ce serait de faire ça sur même si c'est pas un gros cabinet, nous on n'est pas gros, hein, on est une quinzaine, mais c'est d'essayer de le faire de manière incrémentale ou parcellaire, c'est-à-dire sur un périmètre restreint au début, pour vraiment tous tester l'outil avant un déploiement plus massif. Parce que derrière, effectivement, nous on a fait l'erreur l'an dernier, j'ai fait l'erreur en tout cas l'an dernier de partir sur un nouvel outil de production où malheureusement je me suis laissé embarquer dedans alors que l'outil n'était pas suffisamment opérationnel et au contraire a plutôt rétro-pédalé. Donc forcément ça a créé beaucoup de secousses, on a dépensé beaucoup d'énergie. Donc oui, il faut intégrer les collaborateurs au début parce que c'est eux qui vont l'utiliser généralement le plus. Et puis ensuite, faire des tests, se renseigner au maximum sur les outils, et puis commencer petit, sur un petit périmètre, et dès qu'on voit que ça fonctionne bien, qu'on maîtrise bien les outils, on le déploie. Mais pas de déploiement massif, majeur. Même si c'est un gros acteur sur le marché, il faut faire attention. Voilà. Et je le dis de manière tout à fait sereine, parce que je sais que Recibank et BI fonctionnent très bien. Donc là-dessus, j'ai aucun problème. Mais même sur ce type d'outil, commencer petit,
ne prévoyez pas des déploiements massifs sur 200 clients comme ça d'un coup. Ça va pas se faire en claquant des doigts, c'est long. Le changement d'état d'esprit et des habitudes des collaborateurs est long. Il y a des freins qui parfois sont forts, sont très forts. Moi, à l'époque, il y a 3 ans, je me souviens d'un comptable qui était jeune, hein, il n'avait même pas une trentaine d'années. Dès qu'un tuyau était débranché, il éditait toutes les factures qu'il y avait sur EasyBank et il les saisissait à la main. Donc, là, il faut faire, c'est pas une blague. Donc, faut vraiment faire attention. Faut accompagner les gens. Ne croyez pas que ce qui est évident pour vous le sera pour tous, parce que nous, on a plus expert comptable, on a forcément un peu plus d'expérience. On a un point de vue, on a une hauteur un peu différente, et donc il faut accompagner les équipes. Faut être auprès d'elles et accompagner 10 personnes en même temps, soit on fait que ça et c'est possible, soit on ne fait pas que ça et c'est impossible. Donc, il faut le faire sur un périmètre restreint, tester l'outil, il faudra que les experts comptables mettent les mains dedans, il faudra forcément qu'ils testent l'outil, et même s'ils sont pressés, prenez le temps, ne partez pas sur un outil qui, 2 mois après, vous conviendra pas. Ouais. Et là-dessus, Solène, tu as peut-être justement des retours aussi de certains cabinets, toi? Ouais, tout à fait. Un des plus gros enjeux en fait que nous on voit, et puis ça permettra aussi de résumer ton point, Franck, c'est de savoir s'auditer en interne le cabinet, expert comptable, entrepreneur en fait. Mais on se rend compte que vous offrez des solutions à vos clients, mais ce qui est le plus difficile, c'est de s'auditer en interne et savoir aussi ce dont vous recensez en fait vos besoins et vos enjeux liés à votre organisation, à votre planification, à la gestion de votre temps de manière en fait interne au cabinet. Et ça, c'est un des plus gros enjeux qu'il faut vraiment prendre très sérieusement et pour s'auditer, se dire de quoi j'ai besoin, de quel outil j'ai besoin, quels sont mes enjeux, mes problématiques au quotidien. Ça, c'est un point très important. Par la suite, il faut donc mettre un plan d'action en place et très simple pour que ce soit faisable. Ensuite, après, vous allez pouvoir donc sélectionner des outils, comme tu le disais, et ce qui est très important aussi, un des clés facteurs de succès d'une bonne implantation aussi et d'un bon changement, c'est vraiment l'équipe projet. Comme tu le dis, tu mets tes collaborateurs aussi à profit parce que tu as besoin des managers, des collaborateurs, et toi en tant que dirigeant, tout le monde doit mettre de l'effort là-dedans pour dire quel est son besoin. Et ensuite, vous allez définir ensemble vos critères pour faire des tests. Et surtout, très important à la fin, il faut vraiment pas négliger ces tests que vous allez faire sur les outils. Et comme tu dis, sur un périmètre assez restreint pour que ce soit très concret et que vous voyez directement en fait des résultats sur des tests très précis que vous avez faits. Et bien faire ces tests. Donc, on a vu, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces précisions. On a vu les principales erreurs à ne plus commettre. Et on va peut-être à présent vous présenter un peu plus en détail ce qu'on fait et qui nous sommes, BI et Recept Bank. Alors, j'espère que vous voyez l'écran. Normalement, Recept Bank, oui. Top. Donc Recept Bank, à la base, une entreprise anglaise. On a une équipe basée à Paris d'une 20aine de personnes et on est depuis 2015 en France et on traite des millions de factures par mois. Comme je vous disais au départ, moi j'échange avec des cabinets de manière quotidienne. On travaille avec tous les logiciels de l'écosystème, avec les institutions, etc. Et pour vous montrer un petit peu plus l'outil, je vais vous faire une courte démo. Solène, est-ce que tu peux lancer la vidéo? Alors, ça met un peu de temps. Alors. Est-ce que ça fonctionne? Alors, je vois pas encore la vidéo sur le live. Alors.
c'est bon. Je pense Normalement, que ça devrait être bon. Ouais. Désolée pour les petits aléas du direct. Bon alors Franck, toi tu dois connaître l'utilisation ReceptBank. Donc c'est une solution en ligne. Vous vous connectez sur un navigateur web avec adresse mail et mot de passe tout simplement. Vous cliquez sur Entrée, comme vous allez sur Facebook, LinkedIn ou autre, et là vous arrivez sur la vue cabinet avec tout le portefeuille client. Et voilà, on va cliquer sur un client en particulier pour voir à quoi ça ressemble de plus près, que vous ayez un peu une vue là-dessus. Donc ça va être la boîte de réception, réceptacle, où il y a vraiment toutes les factures qui vont arriver au même endroit. Donc ça évite d'avoir une désorganisation avec les factures qui arrivent de partout. Chaque collaborateur a son accès avec tout son portefeuille client. Et évidemment, il y a plusieurs manières de récolter ces factures pour qu'elles arrivent ici. On va s'adapter à chaque typologie de client qui peut être évidemment différent. Donc on a le glisser-déposer, très simplement, on scanne des factures ou on les télécharge et il n'y a plus qu'à les mettre sur le petit onglet vert qui est montré juste ici, et tout ce qui est glissé-déposé là-dessus va tomber dans la boîte de réception où la saisie est directement automatisée. On va proposer également un système d'email dédié. Donc l'email dédié, c'est un email par dossier qui finit par receptbank.me, et tout ce que votre client va envoyer sur cette adresse, ça peut être en pièce jointe ou encore de mail, ça va directement arriver dans la boîte de réception que je vous ai montré avant, où la saisie est automatisée dessus encore une fois. Tout est traité. On va avoir également une application mobile. Donc c'est très utilisé par nos cabinets partenaires. Les clients ont tous forcément un smartphone dans la poche en général, et ça permet directement de télécharger l'application ReceptBank. On entre pareil les détails, les identifiants avec email et mot de passe. On se connecte dessus. On fait la photo de la facturette, facture avant de la perdre, ou voilà, pour éviter toujours les relances, et même si la facture est chiffonnée ou manuscrite, ça va fonctionner. On prend la photo, on dépose dans le bon dossier et on appuie sur le petit bouton vert et c'est parti. La facture est traitée, ça va directement dans le journal d'achat. Voilà, donc très simplement. Ensuite, évidemment, il y a la partie, on propose également des connecteurs marchands. Donc très 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 simple, on est connecté avec 2000 sites marchands, que ce soit Amazon, EDF, Orange, tout ce que vous pouvez imaginer à traiter, et vous allez directement connecter par exemple le compte Orange de votre client à ReceptBank, et on va aller capter de manière récurrente les factures qui arrivent sur le compte du client. Donc il n'y a plus d'oubli de mot de passe, etc., ou de relance à faire. Encore une fois, là, on va rechercher pour vous directement, toujours dans le but de faire une fois le geste et après c'est automatisé. On a également des liens avec Dropbox et PayPal s'il y a certains clients qui utilisent ça. Et une fois que toutes les factures ont été récoltées, donc quand ces différentes étapes ont été faites, ça va directement arriver, comme je vous l'ai montré au départ, sur la boîte de réception, où on a vraiment une ligne égale une facture. Il y a tout qui est centralisé, avec toutes les informations donc pour le journal d'achat, type, fournisseur, moyen de paiement, total, TVA, et le compte de charge. Donc la première fois que ReceptBank va reconnaître un fournisseur, le compte de charge va être vide. Vous, le seul geste à faire, pareil, on fait une fois le geste et ensuite c'est automatisé, ça va être de mettre dans le bon compte de charge voulu. Et les comptes de charge, évidemment, n'arrivent pas ici comme ça. C'est préalablement un import de plan comptable sur chaque dossier avec, pareil, les comptes fournisseurs, et ça prend quelques instants à faire. Le plus rapide, le mieux. Et pour cliquer sur une facture pour voir à quoi ça ressemble, donc vous avez la facture, l'image de la facture, à côté toutes les informations qui ont été correctement extraites. Vous pouvez voir également qui a fait quoi sur la facture pour avoir un petit peu un suivi là-dessus. Vous pouvez passer d'une facture à une autre avec les flèches en haut pour que ça aille un petit peu plus vite.
Et ensuite, une fois que toutes les factures ont été récoltées, une fois qu'elles ont été saisies automatiquement, eh bien la dernière étape, ça va être de les exporter, par exemple, que la machine Corecept Bank va détecter. Et puis par la suite, vous allez avoir la possibilité d'exporter vers tous les logiciels de production qui existent. Donc en un clic, on télécharge le fichier format type FEC, plus image, on télécharge, on réimporte sur le logiciel de production, et quand on revient sur Recept Bank, on voit que tout a été mis dans les archives pour pas s'en mêler les pinceaux. Et les archives qui sont téléchargeables et consultables pendant 10 ans. Donc ça vous fait aussi un lieu de sûreté où garder toutes les factures. On a également depuis peu la partie vente qui permet d'injecter des factures vente. On va aussi permettre de créer des journaux, des bilans de notes de frais pour envoyer pour approbation, par exemple, ou remboursement. Et on a un petit onglet banque pour le moment qui permet de déposer des relevés bancaires et on va les transformer en Excel. Voilà pour la petite démo Recept Bank. Et Solène, je te laisse présenter à présent un petit peu plus BI. Oui. Alors, si la slide se lance. Donc, si je dois vous présenter BI en 1 minute, on est un outil automatisé pour l'organisation et la planification des cabinets comptables et plus globalement pour les entreprises de services. BI a été créé il y a 5 ans maintenant, une date assez qu'on retient facilement qui est le 14 juillet 2014 par 3 gestionnaires de projets à Montréal. Et en 2018, on s'est implanté en Europe, donc en France en premier, puis Luxembourg et en Belgique. Et aujourd'hui, on a des clients internationaux comme Mazars en Amérique du Nord, PwC pour entrepreneurs en France, Dangean, d'Affinity, donc avec Franck, et encore d'autres cabinets, voilà, de différentes tailles. Et notre vision, c'est vraiment, comme vous pouvez le voir à l'écran ici, la performance par le bien-être, à travers donc ces 3 exemples. Je vais donc vous faire aussi une démonstration de l'outil, sans plus attendre. Alors, je pense que tout le monde devrait voir mon écran à présent. N'hésitez pas à me dire si vous le voyez pas. Mais donc l'objectif vraiment de BI, c'est de comparer le temps budgété en amont lié à votre lettre de mission. Ensuite, le temps qu'on va aller planifier, le plan de charge, et à la fin donc les temps réels comparés avec la saisie des temps. Aujourd'hui, par exemple, je me connecte en tant que collaboratrice. Je vois ici ma semaine de travail et je peux m'apercevoir directement avec ces points ma surcharge ou ma sous-charge de travail, et également mes retards dans les échéances à venir. Donc ici, plus le point est gros et foncé, plus je vais avoir une charge de travail élevée. J'ouvre mon planning ici, je vois tout de suite sur chaque carte toutes les informations nécessaires pour réaliser mes tâches. Donc par exemple, mon client ici, Air Liquide, je vais être sur de l'audit pour le millésime 2020 et ma tâche sera de préparer le dossier. La tâche est prévue pour une durée de 5 heures et aura lieu donc au bureau. On a cette notion de mobilité, je suis chez le client, en télétravail ou au bureau. Ensuite, je vois ici un cadenas, c'est-à-dire que mon manager va bloquer cette tâche, c'est-à-dire qu'elle est validée, je serai chez mon client ce jour-ci pour toute la journée pour réaliser mes travaux de conseil juridique. Et je vois également ici les commentaires. Donc on a une notion de commentaire en direct où vous pouvez donc écrire, faire un compte-rendu, voilà, si vous avez besoin, pour échanger avec votre manager. Et c'est évidemment donc en live, enfin en temps réel. L'objectif de ce planning, c'est vraiment pour le collaborateur d'être sensibilisé à sa propre charge de travail. En fait, le responsabiliser dans la gestion de son planning pour pouvoir adapter ses journées de travail tout en gérant en fait ses urgences et ses demandes clients. Donc, il va avoir cette flexibilité si on lui permet évidemment de bouger ses cartes dans son planning. Ce qui va être intéressant pour le collaborateur, c'est dès qu'il a terminé une carte, d'aller mettre terminé ici. J'avais 5 heures de planifié, j'en ai réellement fait finalement, j'ai passé 5,5 heures et je peux mettre
un commentaire ici, document envoyé au client par exemple. Je mets soumettre ici et là ma carte apparaît avec un cadenas noir et grisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que directement dans ma feuille de temps, mes données se sont reportées automatiquement. Donc si je vois ici ma feuille de temps pour cette semaine, je vois toutes les missions sur lesquelles j'avais du temps planifié et je peux voir directement l'audit pour Air Liquide avec mes 5,5 heures sur la préparation du dossier qui ont été reportées. Je vois ici mon commentaire, si je clique dessus, je peux en ajouter, en supprimer aussi. Et surtout, je vais pouvoir en fait ajouter du temps pour des missions ou des tâches qui n'ont pas été planifiées de manière très simple directement sur ma feuille de temps. À la fin de la semaine, je vais enregistrer ma feuille de temps et la soumettre ensuite à validation à mon manager par exemple. Et je recevrai ensuite une notification pour me dire si cette feuille de temps a été validée ou non. Si je retourne sur mon planning, ça c'est la vue vraiment plus opérationnelle au quotidien du collaborateur. Et je peux également avoir la vue plutôt manager ou même associé, qui est une vue d'ensemble en fait du planning des équipes. Et je vais pouvoir aussi avoir des fonctions très simples de réassignation. En ce moment, avec le télétravail, on le voit énormément. Une équipe, je peux avoir une vue de planification juste avec mon équipe, par exemple, qui fait de la tenue, qui fait de la saisie, et je vais pouvoir, elles travaillent ces personnes sur les mêmes dossiers, je vais pouvoir leur réaffecter des tâches d'une personne à une autre très facilement, et tout en respectant en fait et en voyant quelle est la disponibilité de chacune des personnes. Donc très important. On a différentes autres fonctionnalités pour réassigner, copier la planification, etc. pour permettre plus de flexibilité. Une notion importante aussi en ce moment, c'est de se dire, voilà, qui est disponible maintenant pour répondre à l'urgence de ce client-là, etc. Là, on peut le voir tout de suite à travers ces points de couleur ici. On va dire, par exemple, voilà, le 3 juin, voici pour Guillaume sa journée de travail, on voit qu'il a 16 heures ce jour-ci versus le jeudi, il a 1 heure de planifié. Donc, on va pouvoir vraiment adapter la charge de travail des collaborateurs de cette manière. Donc ça, c'est la vue vraiment du plan de charge opérationnel de manière plus micro et au quotidien. Et je vous montre assez rapidement la vue plan de charge à haut niveau, où est-ce qu'on peut avoir justement le plan de charge sur l'année par mois. Je peux évidemment le mettre au jour ou à la semaine, mais par mois, je vais avoir les heures de travail par projet, par mission directement, ou alors je vais pouvoir le mettre par collaborateur. Et là, au moment de planifier ma période fiscale, je vais pouvoir le planifier aussi depuis ici directement en ayant en fait ma vue sur du plus long terme. Je vais terminer la présentation par les rapports et les tableaux de bord qui sont des métriques importantes qui vont vous aider justement dans l'aide de la décision et dans le pilotage de votre activité. Donc par exemple, je peux avoir un rapport que j'ai créé sur la rentabilité de mes dossiers. Donc je vais avoir toutes mes missions ici, mes temps budgétés, planifiés, réalisés, etc. Et l'idée, c'est d'introduire aussi des métriques financières, donc avoir le budget de ma lettre de mission en euros et en heures, d'avoir ensuite les coûts, les prix de revient de mes collaborateurs, ensuite les taux horaires, etc. pour calculer ma marge, mes boni mali. Ces colonnes-là des rapports, vous pouvez évidemment les changer de place, en ajouter, en supprimer, et vous allez même pouvoir en créer vous-même pour vous constituer vos propres rapports. Ces rapports, vous allez pouvoir les partager ou les exporter évidemment aussi en fichier Excel ou PDF. Pour terminer, je vais aborder les tableaux de bord, donc une autre manière d'analyser ces métriques en temps réel. Donc par exemple ici, je constitue le top 10 de mes missions en cours avec le planifié et le réalisé. Ensuite, je vais pouvoir regarder le temps qu'on prévoit par dossier cette année. Donc, voit que Total nous prend le plus de temps, presque 40% du temps versus Air Liquide qui est 6%. Pareil pour comparer le temps facturable par rapport justement au temps de gestion interne pour notre organisation. Et enfin, le plan de charge prévisionnel, par exemple, pour le cabinet, que je peux adapter donc par collaborateur
ou que je peux configurer également, admettons par poste. Donc je vais voir par grade quel type de personne est le plus surchargé versus a de la disponibilité sur une période précise de l'année. Et toutes ces métriques vont vraiment m'aider à me dire est-ce que j'ai des besoins en recrutement? Si oui, quel type de profil? Est-ce que les clients historiques que j'ai, qui ont une offre historique, je vais pouvoir améliorer et changer des choses avec eux? Voilà, je vais pouvoir vraiment m'appuyer sur des données fiables et en temps réel pour prendre les meilleures décisions. Donc voilà, j'espère que le tour n'a pas été trop rapide. Merci beaucoup, Solène, pour la présentation. C'était très clair. Et en tout cas, le webinaire touche à sa fin de notre côté. J'espère que ça vous a permis de faire le plein d'informations et d'idées. Merci Solène pour tous tes conseils et Franck pour tous les retours pertinents également. Et Franck, si tu as juste un petit conseil ou une phrase à donner à un confrère qui hésite encore, disons, à se lancer dans un grand changement, quel serait ton conseil ou ta phrase à lui dire? La première chose, c'est que il n'y a plus de débat. Enfin, si c'est pas aujourd'hui, il ira demain. Mais sinon, il va rester sur le côté de la route. C'est évident. Et aujourd'hui, je pense, avec des outils, alors j'ai pas d'intérêt de le dire, je suis sincère là-dessus, avec des outils comme Receipt.Bank et BI, c'est des outils qui sont opérationnels, qui demandent pas 10 jours hommes de mise en place. Donc on peut y aller les yeux fermés. Sur les autres, bon, je vous dirais d'être prudent, je vous conseillerais d'être prudent, faire attention, bien tester, n'hésitez pas à y aller petit, step by step, avec une petite équipe au début avant de déployer, comme je le disais avant. Mais évidemment, on l'a bien vu avec le Covid. Nous, ça fait 4 ans qu'on fait on est 100% en ligne. On n'a pas une seule facture papier chez nous. Techniquement, il ne s'est rien passé pour nous. Techniquement, au niveau technique, il ne s'est rien passé. Il n'y a pas eu un seul changement. On est toujours sur Slack, nos outils de production en ligne, etc. Tout est en ligne. Les clients n'ont pas souffert de ce point de vue-là. Les collaborateurs non plus. Ils ont souffert d'autres choses, mais pas d'un point de vue technique. Donc, il faut y aller. Voilà, il faut y aller. Très bien. Merci beaucoup. Je vois qu'on a quelques questions pour finir. On avait une question sur comment choisir un référent digital. Est-ce que ça, c'est quelque chose auquel peut-être Solène ou Franck, vous pouvez apporter un tout petit conseil, détail? Oui, j'ai vu moi chez certains clients que justement un peu grâce aussi au confinement, il y a certains profils, certaines personnes qui se sont révélées justement et qui sont demandeurs en fait d'aller chercher des nouveaux outils et qui vont vraiment être utiles par rapport à ça et force de proposition. Donc je pense que ça peut être très intéressant d'impliquer, comme on le disait tout à l'heure, les collaborateurs et vraiment l'ensemble des personnes du cabinet pour pouvoir créer ce projet collaboratif et collectif. Super. On a aussi eu une question alors un peu plus technique pour moi. C'était la question sur les images qui sont rattachées aux écritures dans Quadra, et c'est bien évidemment le cas depuis quelque temps. C'était aussi une demande des cabinets. Tu confirmes du coup, Franck, là-dessus? Alors nous on a eu un peu de difficulté là-dessus. On est bien arrivé à faire basculer les écritures dans Quadra, mais pour l'instant sur les pièces, c'est trop tôt ça fait vraiment pas longtemps que c'est en cours, que c'est opérationnel, donc pour l'instant c'est trop tôt. Je peux pas te répondre pour l'instant. Et t'es sur l'outil SaaS, sur l'outil Quadra, ouais. Quadra On Demand, ouais. D'accord. Super. Tout est dans les nuages chez toi. Ouais, Quadra, c'est pas tout à fait dans les nuages, mais on aimerait bien. C'est pas encore le cas. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup pour vos conseils, vos infos. Merci d'avoir assisté à ce webinaire et puis on vous dit à bientôt.
Merci Au revoir. beaucoup. Merci Franck et merci Amandine. Merci à tous. Merci à vous. Merci à Au vous. revoir. Au revoir. Au revoir.